Alors c'est mon premier poste. Mon premier poste est en Polynésie française, et il y a 1 an et demi. Juste après l'obtention de mon diplôme d'État, j'ai eu une place sur Revavé, donc dans un archipel donc des Australes, pendant 6 mois, donc sur cette île sans médecin, avec 2 postes d'infirmier. Et ensuite, après mon concours, donc j'ai été muté sur Touboué. La Polynésie française est d'une superficie comparable à l'Europe. Il y a à peu près 118 îles, la plupart sont habitées et toutes sont plus ou moins éloignées du chef-lieu de Tahiti, la capitale Papeete, ce qui pose un gros problème d'un point de vue logistique, d'un point de vue technique et d'un point de vue sanitaire. Par exemple, les Australes sont distants de 600 à 1200 km de Tahiti. Alors il n'y avait pas de médecins précédents ici. C'était uniquement des itinérants, des médecins itinérants donc qui sont recrutés par la direction de la santé, qui venaient à Tupoué quelques mois pour assurer des missions courtes, puis qui repartaient dans d'autres centres médicaux. Donc il n'y avait pas vraiment de suivi au niveau des médecins. Mais également on s'occupe des urgences, puisqu'on est le seul et premier recours, en tout cas aux urgences vitales notamment. Le SAMU de Tahiti se situe à 600 km d'ici et il leur faut facilement 3 heures pour nous rejoindre. Enfin, 6 heures pour un problème d'obstétrique, c'est un délai énorme, mais c'est déjà trop tard. Ouais. Tuboué est le chef-lieu de l'archipel des Australes. La subdivision se trouve ici et à partir d'ici, nous avons en charge tout l'archipel, donc 7000 habitants environ, 5 structures sur chacune des îles, donc Rimatara, Rulutu, Tuboué, Revavé, Rapa. Je suis la seule sage-femme pour l'ensemble de l'archipel des Australes, qui comprend 5 îles. Je suis basée à Tuboué. Et d'ici, on essaye de rayonner sur tout l'archipel en organisant la sécurité et la qualité des soins. Tu es en première ligne. En gros, faut pas se tromper. Ce travail en poste isolé donne une importance, vraiment une importance, une autre dimension à notre métier d'infirmier. Bonjour. J'ai vu les gens sur la plage là-bas. Les gens. Quand on est devant une situation, notre erreur ne sera que la nôtre. Donc c'est le Zodiac qu'on a vu passer là-bas. Voilà, au bord de la route, là, on va descendre là-bas tout le monde. En fait, on a 3 passagers. Donc le mari de celle qui a une suspicion de fracture, la personne qui a un problème rénal. Et voilà, on fait demi-tour et puis on revient. D'accord, on y va. On y va. Je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. C'était pour moi Tahiti, c'était le cliché Tahiti douche, les cocotiers, le sable blanc. À part qu'on fait un premier niveau d'intervention d'urgence qui se font en France dans les services d'urgence. Si tu veux, tout ce qui est urgence légère, on le fait ici. Voilà. Donc, ne sont évacués vers Papeete que des cas qui ont besoin d'une hospitalisation ou qu'il faut traiter avec des moyens lourds. Donc, on règle quand même beaucoup de choses qui sont réglées en France aux urgences. Mais tu t'attendais pas
Venant de 7 en métropole, tu savais pas du tout à quoi t'attendre? Pas du tout. Donc, j'ai découvert vraiment toute la population polynésienne, insulaire, vraiment sur Touboué. On a tout claqué, on s'est dit on se lance dans l'aventure, on n'a rien à perdre. J'avais dit à mes parents à l'époque que je partais pour 3 mois juste pour faire une tentative. Et ben, ça fait 18 ans que j'ai quitté Paris. On voulait aller sur des îles isolées de la Polynésie pour essentiellement voir une autre culture, peut-être la culture polynésienne plus en profondeur. Mais je m'y attendais pas du tout, en tout cas à voir ce que j'ai vu. On avait à la fois cette motivation professionnelle par l'exercice qui est différent, qui est intéressant, formateur. L'histoire fait que je suis passé par Tahiti lors d'un tour du monde et j'ai postulé pour un poste ici à Tupoué. Et moi, je ne voulais pas m'engager pour plus d'un an parce que je ne savais pas comment j'allais m'y retrouver. Hein. Je suis à l'autre bout de la terre quand même. Hein. Je viens de France, donc c'était pas un choix de venir vivre en Polynésie éternellement. C'était de découvrir la Polynésie, d'y travailler ma dernière année. Et puis aussi, j'avoue qu'il y avait un argument fiscal important. Nous avons vraiment du mal à faire venir, à vendre cette destination parce que c'est loin. Et parfois, c'est les conjoints des médecins qui ne se plaisent pas forcément puisque c'est des îles, c'est petit. Ils n'ont pas l'occasion d'avoir des loisirs qu'ils ont eu l'habitude d'avoir en France. Donc c'est très particulier, c'est très difficile. La vie dans les îles, ce qu'on appelle nous les îles, c'est-à-dire les petits endroits isolés comme ça, très loin de Tahiti, je pense qu'on ne peut pas l'imaginer tant qu'on n'est pas arrivé sur place. Ah ben je sais pas, peut-être il y a des préférences ici de médecins, je sais pas, ou peut-être il y a des médecins qui sont venus ici, qui voient que ici ça leur plaît pas, ils rentrent chez eux. Donc non, ce n'était pas conforme à ce dont je m'attendais, mais en même temps je savais que je serais dans un endroit isolé, avec peu de ressources, peu de possibilités de courses, etc. Tout est tranquille ici. Ouais, sur le coup, ouais. Des risques personnels, pas professionnels, hein, mais juste de me dire est-ce qu'avec mon couple, on va tenir, parce que s'il y en a un qui travaille, l'autre ne travaille pas. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait venir en Polynésie, Didier? Je suis tombé sur un article. C'était un infirmier qui exerçait en poste isolé. Il avait laissé paraître cet article sur une revue santé infirmière, tout ça. Et il parlait vraiment, en fin de compte, de son métier en poste isolé, mais surtout sans vraiment détailler ce qu'il faisait, tu sais, mais plutôt ce qu'il faisait plus quand il est retourné travailler en métropole. Ah oui. Il avait parlé si tu veux, qu'il sentait vraiment toutes ces activités réduites. Et regrettait vraiment regrettait tous les actes de soins qu'il faisait ici. Alors c'est particulier parce que moi je suis médecin généraliste de formation et en métropole j'avais seule casquette de médecin généraliste. Ici quand j'ai signé mon contrat pour la direction de la santé, on m'a prévenu que j'aurais une casquette de médecin généraliste mais aussi de médecin de santé publique, de médecin scolaire. En France, techniquement, le généraliste du coin, il ne peut plus recoudre parce que tu y passes 1 heure, les conditions de prise en charge sont catastrophiques en France, hein, puisque si tu veux, la cotation coûte plus cher que la boîte de suture. Donc, personne ne veut faire de suture, donc tout bascule aux urgences, tu vois. Donc, il y a tous ces petits gestes, des choses comme ça, qu'on a appris autrefois et qu'il faut remettre en service maintenant. Moi, je cherchais un peu la difficulté et de me mettre dans une situation où j'allais être obligé de progresser, de savoir tout faire, un peu comme on savait tout faire il y a 50 ans en médecine générale. C'est un parcours assez impressionnant quand même si on sait ce qui nous attend, c'est de se dire il y a la partie consultation, donc médicale, tout ce que normalement on n'est pas censé faire dans la législation
On trop l'infirmier, donc on dépasse très largement nos compétences. Un infirmier en métropole, c'est plus un exécutant, alors qu'en Polynésie, il a une palette d'actes et puis de plus développés. C'est ce qui est laissé transparaître à la fin. Et en deuxième lieu, un dextro. Donc ça, c'est demandé par le médecin, mais des choses qu'on fait déjà avant que le médecin vienne, comme la radio. Voilà. Au niveau de ces... Mais pareil, la radio n'est pas de très bonne qualité. Hein. Mais je ne te jette pas la pierre, Didier. Je te jette juste le cliché. Un profil aurait pu nous être utile, mais dans ce contexte-là, où il n'y a pas eu de traumatisme, on va s'en arrêter là. Je pense que c'est la contracture qui fait la colonne. On va le traiter, pour l'instant, il n'a pas de déficit moteur, ni au niveau de son... Voilà, tu me tiens au courant si l'armateur accepte de la reprendre à bord, parce que là, c'est chirurgical. Et a priori, la croisière continue sur l'Est. Ils vont Gambier, après en Amérique latine, je crois. Donc ils ne sont pas prêts de croiser un hôpital avant plusieurs jours, voire semaines. Mais autour de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les préventions, hygiène scolaire, hygiène de la population. On apprend juste à mener toutes les campagnes de prévention, tout l'abord de la population, de la gestion administrative. Ma première impression en arrivant, c'était quand même une île très jolie, un cadre franchement très sympathique, des gens très accueillants. Et les gens nous ont tellement bien accueillis en fait. Un petit vent frais. Surtout le côté affectif des patients, parce que c'est vrai que tu recrées des choses comme tu disais, où tu es bien accueilli, ils sont là avec toi. Et les patients t'aident. Les patients t'aident beaucoup, ouais, beaucoup. C'était des proches plus que des patients. Hein. On a une familiarité des gens qui est très agréable, parce qu'ils sont très chaleureux. Ils sont très accueillants. Tu vois, c'est très chouette comme civilisation, il y a des choses très agréables. Cette confiance, elle est exprimée de façon simple et quotidienne. Ça met la pression de façon juste. Il ne faut pas trahir cette confiance. Il faut proposer des soins adaptés à leur mode de vie. Si on arrive en terrain conquis, on répète le temps des colonies. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc on a un travail d'humilité à faire, certains, et un travail d'écoute. Donc surpris par la confiance que les habitants ont au niveau des infirmiers par rapport à qu'on n'est que des simples infirmiers. Donc vraiment il y a une confiance qui s'installe, qui s'instaure. Et puis pour le reste, il a fallu s'habituer au fait que les structures, les bâtiments, le matériel ne sont pas des plus modernes. Et donc il a fallu se débrouiller avec ça.
Ça va venir. Mais demain matin, je pense que j'aurai le résultat. Non, je plaisante. C'est pas du tout un équipement comme on peut avoir en France, mais ça reste quand même très honorable. On n'est pas trop embêté, on n'évacue pratiquement pas de gens faute de matériel. On est limité en budget. Hein. Enfin, si on a... là, en ce moment, on travaille avec un échographe qui est obsolète, qui va bientôt être remplacé, fort heureusement. Si on n'avait pas eu, c'est compliqué au quotidien. Hein, ça fait un élément de diagnostic en moins. Non, il y a quand même l'essentiel, quoi. On peut faire face. Il y a plusieurs types de structures. Il y a les postes de soins où c'est un auxiliaire de santé qui exerce dedans. Il y a les infirmeries où c'est des infirmiers sans médecin. Et il y a les centres médicaux. Ça, c'est pour les îles, hein, les îles des archipels éloignés. Les centres médicaux, eux, sont pourvus d'un ou plusieurs médecins. Finalement, on fait moins de choses à Raivavé ou à Rapa où il n'y a pas de médecin qu'à Touboué où il y a des médecins. Les populations ont trouvé avec les infirmiers un point d'équilibre. On considère en termes de santé que l'offre crée la demande. C'est-à-dire que s'il y a une offre de soins, il y a une demande de soins des patients. Mais il y a des îles où, faute d'offre de soins, il n'y a pas de demande de soins des patients. La population ne demande pas à être soignée de ce qui n'est pas perçu comme une maladie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté dans ces îles. Après, on s'occupe de ce qui est un peu urgent, de ce qui se voit, de ce qui fait mal. Le reste, ça passe à la trappe. Voilà, mais bon, après, c'est l'organisation. Hein. Donc, on a ce qu'il nous faut à nous pour travailler, mais on a aussi des médicaments qu'on peut donner aux patients qui sont en régime de solidarité territoriale, donc le fameux RST. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a pas mal d'antibiotiques pour les enfants, etc. Et qui nous permettent de donner ces médicaments gratuitement à nos patients qui ont ce régime qui équivaut à la CMU, voire la CMU complémentaire. À condition qu'il y en ait. Ils nous filent nos donnances, on aille à la pharmacie chercher. Des fois, on n'arrive pas aussi à payer nos médicaments, il y en a qui ne travaillent pas. Alors que des fois, sur l'hôpital ici, je vois ça, quand tu vas à l'hôpital te soigner, tu demandes des médicaments, on te fait une ordonnance, mais il y en a des autres que ça passe avec eux. Et je les vois donner de l'hôpital des médicaments, par contre que nous, on nous dit d'aller à la pharmacie chercher des médicaments. Parce que souvent, il n'y en a pas, souvent, ce n'est pas prévu dans la dotation. La liste des médicaments, elle est faite par je ne sais pas qui, mais pas forcément concordante avec nos besoins. Donc, dans ce cas-là, on leur fait une ordonnance et avec un peu de chance, ils vont à la pharmacie. Mais ça, c'est sans garantie parce qu'ils sont souvent sans ressources ou avec des ressources très modestes et ils n'ont pas de quoi payer le tiers payant de la pharmacie. Alors j'ai dit, c'était un adulte, je voulais lui donner de l'amoxicilline pendant 5 jours. Donc il lui faut, donc ça c'est 6, donc ça fait 2 jours, 4, et on va faire des économies. On va donner une seule des 2 plaquettes. On est très loin de répondre au théorique. C'est-à-dire de fournir les médicaments nécessaires aux populations RST. Ça, on en est très loin. On doit courir, je ne sais pas moi, 50% à peu près. Hein. Pour quelle raison? Je pense que c'est une question de liste et une question d'approvisionnement. Question d'approvisionnement parce qu'il y a des ruptures d'approvisionnement tout le temps. Et question de liste parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas sur la liste, donc on ne les a pas. Puis c'est tout. Hein. Il y a une liste de paniers de médicaments. Donc ceux qui n'y sont pas, ils n'y sont pas. Je disais on se bat pour avoir ces médicaments parce que les budgets étant ce qu'ils sont, eh bien, c'est très fréquemment qu'on va commander 1000, 2000 comprimés d'amoxicilline et puis qu'on va en recevoir 300 ou 400. Ce qui nous suffit pas pour les 3 mois pour lesquels on a passé la commande. Donc régulièrement, eh bien, il faut
qu'on réenvoie des emails, des commandes et qu'on négocie pour qu'on ait suffisamment pour traiter nos patients en urgence. C'est le plus important quand la pharmacie de ville est fermée. Et puis également, Yarana, salut Azélie. Et puis également, nos patients restés qui ont droit à ces médicaments dans la limite des stocks. On n'est pas du tout dans la même culture. Tout est différent. La relation médecin-patient est différente, la culture est différente, le langage peut être différent. Les codes sont différents. Par exemple, juste un exemple, quand je suis arrivé ici et je posais des questions à un patient ici, et il me répondait en faisant ça. Ah oui. En levant les yeux. Après, il y a les sourcils. Hein. En Polynésie, il y a le non et le oui. Au début, j'ai rien compris. Et je répétais la question, parce que je n'avais pas compris que ça voulait dire oui. Puis j'ai sûrement fait une quantité de gaffes interculturelles. Les adolescents en Polynésie sont mutiques. Ils parlent pas. Ils parlent avec les yeux. C'est très compliqué pour nous de comprendre quelque chose et de suivre les événements. Elles sont assez faciles à comprendre, hein, les femmes en général. Elles disent les choses. Moi, j'ai plus beaucoup de repères culturels avec la métropole parce que ça fait longtemps que je suis partie, mais elles sont un peu cash, quoi. Effectivement, les Polynésiens sont très accueillants, très gentils. Et puis, au bout de quelques jours ou quelques semaines, on se rend compte qu'ils sont aussi peut-être un peu obtus et ils n'en font parfois qu'à leur tête. Donc, quand on est médecin et qu'on ne veut pas trop être paternaliste et qu'on essaye de faire en sorte que le patient se prenne en charge lui-même aussi dans sa pathologie, ça nous fait quelques surprises. Avec des patients qui vont prendre leur traitement chronique pendant 1 mois et puis l'arrêter sans nous le dire. Et puis des patients qui vont nous dire « oui, oui, bien sûr, docteur », ou « taoté », comme on dit ici, mais qui finalement ne feront parfaitement l'inverse des conseils qu'on leur donne. Ben, pour moi, dispenser, c'est être toujours... Enfin, que les infirmières et le docteur soient toujours être présents pour les malades et que... Voilà, qui sont accueillants aussi, qu'on arrive là-bas, qui ne crient pas dessus, quoi. La différence, elle n'est pas tant dans les maladies, elle est surtout dans la manière d'aborder la maladie avec les patients, qui est propre à la... En fait, je trouve à la culture polynésienne. Ici, la maladie chronique, elle est mal interprétée. Du moment où on va commencer à traiter la maladie, les patients pensent qu'ils sont guéris. Et donc, assez rapidement, arrêtent eux-mêmes leurs médicaments en pensant que le problème a disparu. Donc là, sur le plan culturel, effectivement, il peut y avoir un problème. Mais bon, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation à la santé. C'est mon boulot de faire ça. Ils savent que je suis là pour minimum 1 an, donc du coup... Je pense qu'ils investissent un peu plus la relation avec le médecin. C'est la première question qu'ils posent d'ailleurs, hein, les patients. Combien de temps tu restes? Combien de temps tu restes? Là, en ce moment, nous avons des médecins qui signent pour quelques mois. Au moins qu'on ne change pas tout le temps des médecins, parce que c'est aussi énervant aussi de répéter à chaque fois aux médecins que... Voilà, toutes nos maladies, et à chaque fois qu'on change de médecin, on est toujours en train de répéter à chaque fois. Alors si au moins on a un médecin pour nous ici sur l'île de Tupoué, ça serait bien, quoi. Le contrat peut varier de 3 à 6 mois, mais dernièrement, la direction de la santé a envoyé une information claire en demandant à ce que les contrats des médecins puissent être établis pour au moins une durée d'1 an. En général, le profil type, c'est des médecins qui ont plus de la cinquantaine et qui sont plus ou moins blasés par leur activité, qui ont envie d'un souffle nouveau dans leur carrière. L'exotisme aussi, ça fait partie de leurs critères. Ces médecins-là, sans les juger ou quoi que ce soit, c'est toujours plus compliqué de composer avec eux au quotidien parce que
ils se heurtent systématiquement au fonctionnement, au mode de fonctionnement qui est ici, qui est un mode de fonctionnement qu'ils ne connaissent pas venant de métropole. Tu le découvres, notamment ce qu'on disait tout à l'heure dans l'activité de l'infirmier, les prérogatives qui sont super développées de l'infirmier par rapport à ce que tu as connu, j'imagine, pendant tes périodes de stage, tes internats, machin, en métropole. Imagine des médecins qui ont 50, 60 ans, qui débarquent ici, qui ont toujours eu des rapports de supérieur à subordonné et d'ordonnant à exécutant avec les infirmiers. Ils arrivent ici, les infirmiers ils font des consultations, ils posent même des diagnostics, ils donnent des traitements. Manifestement, il y a la volonté de mettre les infirmiers au premier rang et d'accueillir les patients qui se présentent pour des consultations. Je les comprends, hein, quelque part, les médecins qui sont un petit peu chamboulés par ça, mais tu vois, pour toi, ça a été plus facile de te faire intégrer cette différence, cette nuance entre le mode de fonctionnement, ou en tout cas le rôle de l'infirmier en Polynésie, par rapport au rôle de l'infirmier en métropole. Et je ne savais pas qu'il y avait une telle autonomie chez les infirmiers ici, même chez les auxiliaires de soins. C'est le troisième rôle. C'est vrai comme nous, le rôle propre infirmier, le rôle prescrit par un médecin, et là c'est un rôle d'autonomie qu'on retrouve vraiment quand on peut s'isoler. Alors ça c'est très gênant parce que d'abord c'est des instructions verbales. On n'a pas vu d'instructions écrites. Donc les infirmiers éventuellement démarrent une consultation, ils arrivent à la limite de leurs compétences et on revoit les patients derrière. Oui Didier, tu as un cliché radio? Bien sûr. Ok. Donc on recommence tout parce que moi pour établir un diagnostic, j'ai besoin d'écouter le patient, j'ai besoin de l'examiner, donc on recommence, on refait un traitement. Je pense que l'idée, c'est quand même, théoriquement, de faire des économies. Parce que peut-être que certains infirmiers sont moins payés que les médecins, c'est pas sûr, ça c'est à voir. Hein, j'ai pas les comptes. Mais surtout, je pense que ça tient à la disparité de la densité médicale entre Tahiti et les îles. Si on avait la même densité médicale dans les îles qu'à Tahiti, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Donc c'est des îles qui sont démédicalisées complètement. Alors heureusement, il y a des infirmiers qui, par leur qualité personnelle et leur engagement, arrivent à faire face à tout ça, mais avec leur capacité d'infirmier. Je préfère mille fois c'est un tauté qui me prend. Au moins, lui, il est formé pour être tauté, quoi. Un infirmier, il restera un infirmier. Je ne suis pas aussi trop rassurée auprès d'un infirmier, quoi. C'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on a les mêmes compétences avec les infirmiers. Ils ont plein de compétences que je n'ai pas. Ils ont des savoir-faire que je n'ai pas. Ils ont appris des choses que je n'ai pas apprises. C'est-à-dire que je n'en sais pas plus qu'eux. Hein. Donc, ils sont, je pense, pas armés pour faire un diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic, on le fait à partir des signes. C'est-à-dire ce qu'on peut comprendre, voir, entendre du malade et de sa maladie. Et ce vocabulaire-là, qui s'appelle la sémiologie, ils l'ont pas appris, les infirmiers. C'est pas leur programme. C'est ce qu'on nous reprochait à un médecin en disant, pas reproché, mais il nous disait... Nous, on y a passé la totalité de la 3e année de médecine. C'est la sémiologie, on apprend les signes. Voilà, on apprend l'alphabet, si tu veux, du discours de la maladie. Et après, l'internat, qui est vraiment de la mise en pratique avec de la prescription et des soins et tout ça, et puis bon, mais... Alors que l'infirmier lui dit, moi ça fait 20 ans que j'exerce et que je vois les mêmes pathologies, les mêmes personnes, et machin. Il vient avec son expérience, avec son... Parce que c'est là il y a plusieurs formes d'apprentissage. Tu peux apprendre sur le terrain. Pour les accos. Oui, Tiffany. J'y vais tranquille. Je sais conduire un véhicule, mais je ne sais pas forcément où se trouvent les domiciles des patients.
On essaye au maximum de trouver des occasions de permettre à nos infirmiers de nous remplacer, d'écouter, de comprendre. Un souffle. Oui, tout à fait. Essaye de l'entendre, essaye de l'écouter dans les différents endroits, les différents foyers. D'accord? Tu vas me dire où tu l'entends le plus fort. Là, pour le coup, on est vraiment infirmier généraliste, même si c'est un mot qui est emprunté aux médecins. On est des infirmiers généralistes. On touche absolument à tout. Et puis on fait des astreintes. Tu sais de quoi il en retourne. On peut être confronté à tout et n'importe quoi. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour. On peut faire face à une simple angine, comme on peut faire face à un traumatisme crânien avec un coma. On va bien sûr pas demander à nos infirmiers de connaître la sémiologie par cœur. Ça, c'est notre rôle. Mais par contre, on leur demande de découvrir ces souffles-là, et quand ils sont en consultation avec des patients, que ce soit pour la première fois ou une consultation de suivi, eh bien, quand ils vont entendre un souffle pareil, eh bien, ils vont nous alerter tout de suite, nous dire tiens, c'est nouveau, ou alors ah, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui a ce souffle-là. On va par exemple leur demander de vérifier dans les comptes rendus du cardiologue, etc., si c'était connu. Et donc nous, ça nous permet de mieux traiter nos patients, savoir que quand ils vont voir l'infirmier, eh bien l'infirmier va vraiment détecter des problèmes, que ce soit au niveau de la respiration ou du cœur. On entend bien au niveau carotide. Oui, on l'entend très bien, il est assez fort. Et a priori, on va faire quelques activités chirurgicales qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire, comme des ablations de verrues ou de chair. Enfin, il y a à peu près des sutures qu'on n'a pas encore fait. On travaille aussi toute la part administrative, qui est très importante. Particulière à l'exercice. Ça reste aussi un aspect du métier qu'on découvre ici. Et oui, l'ironie du sort, c'est vrai que quand les infirmiers sont d'astreinte, ils sont de première ligne. Non, c'est toujours l'infirmier qui nous... À chaque fois que j'aille à l'hôpital, je demande à être vu par un docteur, il me met par un infirmier ou une infirmière. Et le médecin est deuxième ligne. Tu vois, alors que c'est vraiment l'inverse dans un service d'urgence où tu auras l'infirmier d'accueil d'orientation qui va être là, qui va orienter. Il y a des secteurs professionnels où il y en a qui servent de fusible. Et nous, dans notre secteur professionnel, on sert de filtre. On fait vraiment le premier contact avec l'urgence, avec le patient. Donc on filtre réellement on trie réellement ce qu'on va rediriger vers le médecin. Oui, Toté, j'aurais besoin de toi pour une visite médicale avant la vaccination. Merci. Canal lombaire étroit, chose comme ça? Non. Par contre, ils ont retrouvé un décalage du bassin. D'accord. Au niveau de ces radios? Non, au niveau de quoi? Quand il est descendu à Papeete, pour un cliché qu'il a fait chez un chiropracteur. D'accord. Ils peuvent des fois te trouver une solution à des situations où toi, quand tu arrives, t'es bloqué. T'es bloqué et en fait, ça, il faut le travailler parce que le jour où t'es en difficulté, t'es seul. Il faut les voir comme des partenaires. C'est ça. Il faut les voir comme des partenaires, des collaborateurs et pas des exécutants. Et c'est ce qu'on a le plus de mal à faire intégrer aux médecins. Ensuite, on a appris un peu toutes les matières, les spécialités d'organes. Et eux, ils n'ont pas fait ce cheminement-là. Donc, si tu veux, ils sont complètement démunis. Ils ont récupéré des bribes de savoir, à droite, à gauche, beaucoup dans leur formation, mais ils n'ont pas été programmés, prévus pour faire un diagnostic et proposer un traitement. Ce n'est pas ça leur formation. Donc c'est une illusion de penser qu'ils vont faire ce travail. Voilà. Donc c'est très gênant. Et Yorana Marciane, tu vas suturer un patient? Oui, papi. Comment ça s'est passé ta formation alors à Triti?
C'est tenté, je te mentirais si je te dis que c'était facile et que tu as bien noté. Ça a été difficile tenter pour moi. Hein. Oui. Oui, ça a été très difficile. La formation du diplôme universitaire en soins de santé primaire insulaire se déroule sur une année. Dans la mesure où les médecins ne venant pas forcément à des longues périodes, sur les centres, sur les postes isolés, on était obligé de mettre en place, de mettre en place ce DU justement pour que les infirmiers aient vraiment un cadre législatif pour pouvoir faire ces dépassements de compétences. Je pense que c'était dans un des buts de la direction de la santé, de pouvoir nous poser un cadre bien défini pour les infirmiers et infirmières travaillant dans les îles, dans les postes isolés. C'est ce qu'on appelait jadis vulgairement infirmier consultant, le diplôme d'infirmier consultant. Alors c'est vrai que l'infirmier quand même qui est en poste isolé est de premier ordre au niveau astreinte, c'est lui qui intervient en premier lieu sur les urgences. Donc vraiment, faut qu'il acquiert des compétences encore plus élargies en matière d'urgence, en matière de prévention et promotion de la santé, parce que c'est vraiment là le nerf de la guerre, parce que c'est vrai qu'insister au niveau de l'éducation thérapeutique des patients, ben là vraiment on va être dans un combat gagné justement pour prévenir toutes les maladies chroniques, les pathologies chroniques, les diabètes, hypertension artérielle. Donc là vraiment ces infirmiers qui vont être formés à ce DU auront les armes pour pouvoir remédier à tout cela. Parce que c'est vrai que les infirmières ils ont des compétences et dans les îles on dépasse nos compétences. Parce que c'est vrai qu'on parle des consultations, mais il n'y a pas que les consultations, il y a tout ce qui se passe à côté. Dont je parlais tout à l'heure, quand il n'y a pas la sage-femme, eh bien on fait des consultations au niveau des enfants, donc tout ce qui est vaccinal, médico-scolaire, donc on suit aussi, parce qu'on a quand même un collège à Touboué, donc on suit vraiment tout ça. Il y a d'autres choses aussi, des suivis de patients qui sont médicaux, psychopathologie, tout ça, qui ont quand même une certaine importance sur l'île. Donc on a vraiment toute cette fonction qui repose sur nos épaules et on doit être efficace. Et je pense que ce DU est vraiment, je trouve c'est super que ça soit apporté. L'apporter aux nouveaux étudiants, parce que forcément à l'école d'infirmière où ils préparent les infirmiers, ils vont pouvoir être aussi formés grâce à ce DU. Ils vont pouvoir venir aussi donc, en centre médicaux. On a les tuteurs maintenant qui sont prêts à les accueillir. Donc je pense que ça va être une machine vraiment importante qui se développe autour de tous ces soignants en poste isolé pour pouvoir prendre au mieux et prendre en charge tout ce qui est en condition maximale, tous les patients de l'île. C'est-à-dire qu'un infirmier qui est confronté à une situation où il va devoir faire de la microchirurgie, faire des sutures, des grosses prises en charge de situations d'urgence vitale. Alors certes, ça fait grincer les dents en général du Conseil de l'Ordre des médecins, parce que il y a régulièrement cette fameuse atteinte, ou en tout cas exercice illégal de la médecine. C'est sûr que ça peut faire peur au début, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'ils ont le niveau d'études pour faire ce que moi je fais? Mais les spécificités locales l'imposent. Un infirmier en poste isolé est confronté systématiquement à des situations où il va devoir outrepasser ses compétences initiales et donc effectuer des actes qui sont en France métropolitaine ou même à Tahiti réservés aux médecins. Ça m'a surpris au début parce que chez nous en France, en métropole, les infirmiers n'ont pas le droit de prescrire. Donc ils n'ont pas de protocole à suivre, ils suivent les prescriptions du médecin. Et puis après 8 mois d'expérience en poste isolé, en fait ça ne me surprend plus et je trouve que c'est normal et indispensable dans le sens où, comme il n'y a pas de médecin à temps plein sur les îles, dans les postes isolés, si les infirmiers n'ont pas le droit de prescrire et n'ont pas de protocole à suivre, eh ben c'est les patients qui en paieront le prix puisqu'il n'y aura personne pour les soigner. Au niveau de la tension, donc ça va. Ta température, tu es à 38. Donc là, on est sans médecin. Donc sans médecin, on est obligé de prendre en charge des patients. Et les consultations qu'on fait, elles vont rentrer vraiment dans un cadre, je veux dire, presque médical, puisqu'on doit faire un diagnostic
pas vraiment porter un diagnostic médical, mais un diagnostic différentiel, grâce auquel on va pouvoir rentrer en lien avec le SAMU, lui dire un petit peu tout ce que je vais trouver au niveau des examens que je vais faire aux patients, l'examen clinique. Alors ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'imagerie, on n'a pas d'échographie. Moi, pour ce patient aujourd'hui, qui présente une douleur abdo, avec une température, avec des nausées, vomissements, je voudrais éliminer quand même l'appendicite, puisque c'est quand même une pathologie quand même qui peut être assez grave, d'autant plus qu'on est en poste isolé et que si c'est une péritonite, eh ben, on puisse l'évassaner dans les meilleurs délais. Donc moi je trouve que c'est indispensable, en tout cas tant qu'il n'y a pas de médecin à temps plein, que les infirmiers puissent prescrire. Et puis comme ils n'ont pas la formation de médecin, qu'ils aient des protocoles à suivre, ça me paraît très bien. Donc le guide de protocole des infirmières des îles est un protocole officiel de la direction de la santé publique. Donc ce guide ouvre la majorité des situations rencontrées en pratique courante, aussi bien ici dans les îles qu'à Tahiti. Mais grâce à ce DU, ou quand même, comme je répète tout à l'heure, avec un cadre qui nous dit des choses à faire, on a un guide des protocoles quand même, parce qu'on n'est pas des cow-boys, on ne fait pas n'importe quoi, on a quand même quelque chose, ce protocole avec lequel on sait les choses qu'on doit faire et au mieux pour pouvoir prendre en charge ces patients. Ouais. Mais en poste isolé où tu es seul soignant, parce que c'est ça, tu es le seul soignant de l'île ou de l'atoll, seul. Alors, c'est inévitable, il y a des moments où tu franchis la ligne. Ouais. C'est quelque chose d'assez courant, d'assez fréquent et d'inévitable, j'ai envie de te dire. Parfois, tu n'as pas le temps de les connaître, tes limites, ou de les évaluer. La situation, elle est là, tu fais les premiers gestes, tu vas peut-être négliger certains gestes qu'il aurait fallu faire ou certains soins, certains actes qu'il aurait fallu mettre en place. Des fois, tu outrepasses tes compétences. Donc oui, tu franchis souvent la ligne jaune et ça, malheureusement, c'est notre lot quotidien. Après, chacun le perçoit comme il l'entend ou comme il peut. Et si vraiment, même avec ce protocole, on ne s'en sort pas, on a du mal, on sait qu'on a un médecin référent qu'on doit contacter pour pouvoir lui demander de l'aide. Voilà, pour lui demander son avis, un avis médical. Et c'est par exemple le SAMU, ou sinon c'est un autre médecin qui se trouve par exemple à Ruto. Ajouter à cela des coupures techniques de téléphone, d'internet, de fax, là tu te retrouves vraiment tout seul. Alors aujourd'hui ça va être une petite journée un petit peu spéciale parce que depuis 3-4 jours on est en panne d'internet. Donc ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'on ne peut pas joindre les services spécialisés, c'est-à-dire dermato ou les urgences, pour leur envoyer uniquement les clichés de radio ou alors des photos pour les dermatos, tout ça. Donc ça va être très, très particulier. On aura quand même les appels téléphoniques pour demander des conseils, puisque cette semaine, donc encore, on n'a pas de médecin, il est parti en mission. Mais alors tout seul, à tout point de vue, tu n'as pas d'autre allié que ton propre cerveau et tes mains. Donc tu fais ce que tu peux, j'ai envie de te dire. Tu fais ce que tu peux et tu fais de ton mieux. Voilà, on peut pas faire plus. On a un décret de compétences, tu l'évoquais tout à l'heure. Maintenant, on fait de notre mieux. Du fait qu'il y a ce diplôme-là, donc on sait que maintenant le cadre, il est là, il est posé. Et que pour nous, en tant que soignants et tout, on se sent un peu plus soutenu dans notre travail, dans notre pratique de soignant. Et je m'étais dit après, je me dis s'il était arrivé quelque chose, je pense que j'aurais arrêté de travailler, j'aurais arrêté le métier. Oui, honnêtement oui, parce que là tu te dis, je crois que tu perds tout là, tu perds tous tes repères, tu perds tout vraiment pourquoi tu fais ce métier, même si tu dis je suis pas médecin, mais bon, à partir du moment où tu acceptes de partir en poste isolé comme ça, avec le peu d'armes que j'avais en tant qu'infirmier, je veux dire, c'était un gros échec. Je veux dire, donc. Voilà, je suis avec une patiente, alors je suis tout seul, notre médecin est parti en mission. J'ai une patiente qui est arrivée avec des douleurs hypochondre gauche. Pas de fièvre, non, les apyrétiques 37,2, une tension à 13,7.
Et surtout, il y a un petit souci, c'est qu'elle allait, et il y a un traitement pour soulager la douleur qui contre-indique le fait qu'elle allait. Donc je veux avoir un avis médical pour voir ce que je peux donner pour vraiment soulager la patiente. On a un SAMU à Tahiti qui est exemplaire. Je dis bien exemplaire parce qu'ils répondent, ils collaborent, on arrive vraiment à avoir un vrai soutien. Puis quand on est un peu loin, c'est très rassurant. Donc voilà, j'ai eu le médecin. Donc il faut que tu arrêtes de l'allaiter pendant 24 heures à 48 heures. Parce que ce que je vais te passer maintenant, c'est vraiment incompatible avec l'allaitement. Il y aura un anti-inflammatoire et de l'accupant. C'est vraiment l'accupant, c'est un antalgique un peu plus fort, c'est un palier 2, donc tu vois, qui passe au niveau du lait. Parce que voilà, on est amené, évidemment, quand on est vraiment seul en poste, on travaille avec le 15, avec le SAMU, mais les premiers gestes, c'est pas le 15 qui les fait. Les premiers gestes, c'est toi qui dois les faire. Si tu veux, c'est là où ils sont le moins en difficulté. Parce que ils ont eu souvent ils ont obligatoirement eu des postes aux urgences. Donc ils sont passés par les urgences. Et ben voilà. Donc les gestes d'urgence de base, ils vont avoir une réaction. Le repas assistance m'a dit on ne peut pas la forcer à partir. En revanche, eux vont contacter l'armateur pour lui demander s'il accepte qu'elle remonte à bord. Stabilize your foot because it is your decision. Donc en fait, elle ne veut pas de plâtre, ça risque de la perturber pour son trajet. Et so only a bandage. Ok. On va juste lui faire un bandage pour stabiliser, mais c'est quand même très très léger par rapport à sa pathologie initiale. Là, c'est de la débrouille à tout point de vue, parce qu'on doit s'adapter à la décision de la patiente qui ne veut pas prendre l'avion, qui ne veut pas non plus interrompre son séjour et qui ne veut pas avoir d'immobilisation de sa jambe pour justement continuer à faire son voyage dans de bonnes conditions. Voilà. Et ça, dans d'autres structures, tu ne pratiques pas ça, tu ne fais pas, tu exécutes simplement ce que le médecin te dit de faire. Une autre différence que je vois, c'est qu'il faut être sûr de soi parce qu'on est seul devant la situation. Les débuts sont stressants par le fait de se retrouver seul. Parce que des fois, on a un peu les chocottes parce qu'on est tout seul au front et qu'on n'a pas l'hôpital derrière. On peut compter que sur notre jugement clinique et le peu d'autres moyens qu'on a pour évaluer la situation avant de décider de ce qu'on fait. Nous aurons un manipulateur radio qui va venir sur l'île pour nous donner un petit peu les rudiments, parce que c'est vrai, on était un petit peu livrés à nous-mêmes pour faire les clichés, avec plus ou moins de bons résultats. Donc on a vraiment appris sur le tas. Ce sont les infirmiers en poste, et au fur et à mesure qu'on vient, on apprend un petit peu à ceux qui arrivent ce qu'on nous a appris précédemment. Donc c'est vraiment, alors c'est vrai que les clichés ils sont plus ou moins bons. Plus ou moins bons, c'est vrai que ce qu'on nous demande c'est vraiment les radios de base. Sans être un fin professionnel, je vois déjà qu'il y a une fracture. Voilà, donc on a bien la fracture ici, à ce niveau-là. De visu, je vois que c'est une fracture, mais je vais quand même envoyer le cliché, le mettre sur une clé USB et le faire parvenir au SAMU de Tahiti. Donc ce sera un médecin urgentiste qui verra la fracture, un radiologue ou un urgentiste, orthopédiste, qui verra donc le cliché et qui lui décidera donc la prise en charge à faire, donc soit une Evasane urgente, donc faire venir un avion d'Air Archipel, ou alors attendre le vol régulier de dimanche ou lundi s'il n'y a vraiment pas d'urgence et surtout s'il n'y a pas de place pour dimanche. C'est vrai que les compétences, on a des compétences, mais on n'a pas les connaissances. Enfin, quand je dis on a les compétences, on peut faire des choses, s'il n'y a pas les médecins, mais si on ne sait pas les faire, au moment vraiment à l'instant T, c'est un peu en vain, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois où on peut se retrouver sans médecin pendant au moins 3 à 6 mois.